vous remercie de me donner la parole. Je reprendrai la conversation en quelque sorte à partir des derniers propos relatifs à la commission Mazot. La commission Mazot avait, à mon avis, cette caractéristique de se situer à un moment où le président de la République était en train d'engager une réforme constitutionnelle importante. Et si l'on examine les débats parlementaires qui se sont déroulés lors de dans l'examen du projet de loi constitutionnelle, on se rend compte que la question de la suppression du principe de la séparation des juridictions administratives et judiciaires, non pas du principe de la séparation des pouvoirs, mais du principe de la distinction des autorités administratives et judiciaires, et par conséquent les attributions constitutionnellement encadrées du Conseil d'État, notamment par la décision du Conseil constitutionnel de 1992, qui avait fortement contingenté les possibilités d'attribution à la juridiction judiciaire d'un certain nombre de compétences. Ce débat était effectivement au cœur d'une discussion qui a inquiété un certain nombre de milieux professionnels qui, pour leur part, et par un exercice concret et quotidien du mérite de cette séparation, désapprouvaient l'éventualité de sa disparition. Alors, bien entendu, la cause est maintenant, semble-t-il, acquise. L'on maintient le principe de cette séparation. Cette dualité de juridiction est approuvée après avoir été analysée. Nous dirons même peut-être passée au grill. Ce qui est apparu, c'est que cette dualité correspondait à la vocation de chaque ordre juridictionnel et que, bien entendu, elle permettait aussi de distinguer clairement les attributions des uns et des autres. De sorte qu'il n'existait aucune raison théorique pour essayer, ni pratique, pour essayer de réunir ces deux ordres de juridiction, et qu'aux uns appartenait très traditionnellement la sauvegarde de la liberté individuelle, c'est bien entendu le juge judiciaire, c'est l'article 66 de la Constitution, et pour les autres, la juridiction administrative, l'examen de la légalité des actes dans les procédures, notamment d'éloignement et de titre de séjour. Alors, pour reprendre le sujet tel qu'il a été libellé, à savoir quelle procédure et faut-il des règles spéciales et pour un contentieux règles spéciales pour un contentieux à part, ce qui est clair, c'est qu'il s'agit bien d'un contentieux à part. Ce contentieux est un contentieux à part pour une raison bien simple, c'est que c'est d'abord un contentieux qui est dicté par la masse des dossiers qui sont portés à la connaissance des juges. Et ensuite, c'est un contentieux qui est caractérisé aussi par l'urgence et le traitement de situations individuelles humainement hautement dignes d'intérêt. Alors, il y a là une contradiction qui est difficilement surmontable, juger vite un nombre considérable de cas d'espèce. Quels ont été les outils qui ont été privilégiés jusqu'à présent? J'en vois principalement deux, qui méritent d'être examinés dans l'intérêt concret qu'ils ont effectivement présenté. Le premier outil, ça a été celui du référé. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, je n'y reviendrai pas outre mesure. C'est une réforme de contentieux général qui n'était pas clairement destinée au contentieux des étrangers et qui a connu une fortune importante. J'en veux pour preuve l'ordonnance Hyacinthe qui a été rendue le 10 janvier 2001 sous la signature et la rédaction magistrale de M. Genevoix. Cette ordonnance est très intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, et je voudrais m'inscrire un petit peu en contradiction avec ce qui est dit ici et là sur la longueur des procédures administratives contentieuses, cette ordonnance, il s'est trouvé que j'étais l'avocat de Mme Hyacinthe, et cette ordonnance a été rendue 48 heures après la rédaction du recours. Deuxièmement, l'administration, dans une panique générale, a tenté, dans l'intervalle, de régulariser la situation de Mme Hyacinthe en lui faisant porter par motocycliste, je vous prie, le dossier de demande d'asile que la préfecture lui avait refusé.
Or donc, en cet état, elle l'avait d'ailleurs, non pas mis Madame Hyacinthe en rétention, mais elle l'avait assignée à résidence, de sorte que Madame Hyacinthe ne pouvait normalement pas quitter son domicile, qu'elle n'avait pas non plus de papier, et ce qui explique l'hésitation du portier du Conseil d'État à lui laisser accéder à l'audience. Il n'y a pas eu d'intention spéciale de la priver de cette satisfaction. Elle a assisté avec une magnifique dignité au débat qui s'est déroulé devant M. Genevoix. Avec cette particularité pour ce débat, c'est qu'il s'était agi de prononcer une ordonnance de non-lieu, puisque la décision avait été exécutée. Eh bien, la motivation de l'ordonnance de non-lieu fait 5 pages. Et elle figure tout à fait comme une décision du Conseil constitutionnel, sur des fondements d'ailleurs tout à fait comparables. On admettra bien que l'auteur de l'ordonnance était lui-même particulièrement expérimenté à la matière, compte tenu de ses fonctions antérieures. Et bien entendu, une condamnation de l'administration aux frais irrépétibles. En bref, ce contentieux a été amorcé, cultivé, développé. Nous sommes plusieurs cabinets d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, comme les cabinets d'avocats à la Cour que j'ai entendus tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt, à s'être emparés de cette procédure. Et je rejoins tout à fait Ronnie Abraham lorsqu'il voit dans le danger qu'il y avait au développement de la théorie de la voie de fait devant le juge judiciaire, une des bonnes raisons qu'avait le juge administratif de souhaiter une évolution et un accroissement de ses pouvoirs. Donc, c'est le premier point, et les ordonnances sont multiples. J'en ai plaidé 5 hier après-midi. J'aurai les décisions la semaine prochaine dans des affaires compliquées, des affaires de visa, des affaires dans lesquelles les résultats, eh bien, je dois le dire, ne sont pas du tout décourageants. Et que non seulement, et là je fais une incise, non seulement ces résultats ne sont pas décourageants sur le principe de la suspension des refus de délivrance de visa, mais il arrive bien fréquemment que l'administration renonce au refus et attribue le visa avant même que le juge des référés statue, ce qui ne l'empêche pas d'assumer les conséquences des frais irrépétibles liés à l'existence de la procédure. Et bien souvent, le visa est effectivement attribué dans les jours ou semaines qui suivent le prononcé de l'ordonnance. Donc j'ai moins de restrictions que celles qui ont été évoquées tout à l'heure sur la résistance maligne de l'administration à exécuter les décisions du Conseil d'État, en tout cas pour l'expérience que j'en ai maintenant. Le second aspect du dispositif technique, c'est le juge unique. Alors je suis mal équipé pour traiter de cette question parce que ce que nous savons, nous, avocats, c'est que les magistrats de l'ordre administratif se sont beaucoup inquiétés de l'évolution de cette question du juge unique. Et s'il y a dans la salle un membre d'une juridiction administrative qui peut, en quelque sorte, relayer et plus précisément cette question, il est sûr que le juge unique n'est pas dans la tradition culturelle de la juridiction administrative. Il est sûr aussi qu'il y a, puisqu'il s'agit du juge, très généralement du juge de première instance, un décalage entre la solitude de ce magistrat qui traite le premier dossier et le déploiement de moyens que la section du contentieux est elle-même susceptible de déployer lorsqu'elle va statuer sur un appel ou sur un pourvoi dirigé contre ces ordonnances. Je citerai l'affaire du Clémenceau, que j'ai bien connue et qui a commencé par une ordonnance rendue dans un capharnaüm absolument épouvantable et qui s'est terminée 15 jours plus tard par un arrêt du Conseil d'État rendu par 17 membres de cette juridiction et des conclusions de commissaire du gouvernement. Donc je perçois bien l'inquiétude et la difficulté conceptuelle que peut procurer ce juge unique. Mais il est clair que c'est le moyen de concilier ce que j'ai appelé la masse et l'urgence, car la formation collégiale est nécessairement plus lente. Et puis après tout, c'est une situation que le juge judiciaire, quand elle lui maîtrise de longue date, cette solitude au travers des référés, et on l'a en particulier vu, les audaces qu'il a pu prendre en matière de voie de fait aux grandes dames du tribunal des conflits. En définitive, je dirais que l'ensemble de ces dispositifs apporte un bilan qu'on peut contraster.
D'abord, il a donné lieu à un certain nombre de décisions, même en référé, tout à fait emblématiques. Je parle de l'arrêt Hyacinthe, bien sûr, de l'ordonnance Hyacinthe. Je parle plus récemment d'une ordonnance très subtile du président de la rue dans une décision d'Ossief au mois de mars 2008, et puis plus récemment, un arrêt de sous-section réunie cette fois, mais sur pourvoi en cassation d'une ordonnance de tri, qui, dans une affaire Chermiakanov, a posé les règles essentielles des conditions d'accompagnement des étrangers dans leur démarche administrative pour l'obtention du droit d'asile. Madame Prada Bordona insistant en particulier sur la transgression de la liberté fondamentale de demander l'asile au motif qu'il n'était pas sûr et avéré que les époux Chermiakanov, qui étaient des Tchétchènes réadmis en Pologne, avaient pu connaître les griefs et les conditions de la procédure dans une langue qu'ils comprenaient. Donc ce que je veux dire, c'est que dans des termes assez rapprochés, raisonnables, compatibles avec la réflexion, le Conseil d'État, dans ses formations, est susceptible, et la juridiction administrative, de dégager, dégager des règles et des principes. Ce reste, bien entendu, l'application dont on peut considérer qu'elle est problématique. Mais enfin, je pense qu'il vaut mieux avoir des décisions individuelles portant sur des questions de principe que pas de décisions juridictionnelles du tout. Enfin, et la troisième question que je voulais, l'avant-dernière question que je voulais évoquer, ce sont les ordonnances de tri de l'article R522-3 du Code des juridictions administratives. Alors, ces ordonnances de tri confèrent à la fois aux requérants, à leurs avocats, un sentiment de malaise par des motivations qui apparaissent le plus souvent standards et laconiques. Bien, c'est certain. En plus de ça, il y a une forme d'incertitude qui plane sur les conditions dans lesquelles va s'appliquer le tri. Le tri a-t-il la même fonction à Marseille, à Lyon, à Nantes, à Strasbourg? Personne n'est capable de le dire. Est-ce qu'à l'intérieur même de la même juridiction, les magistrats différents vont avoir des solutions identiques? Quel type de sensibilité va se dégager de ce juge unique, justement, qui assoit sa conviction dans des délais extrêmement brefs. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, mais très succinctement bien sûr, c'est le problème du contrôle de cassation. Car le plus souvent, ces ordonnances de tri, puisque l'on ne parlera que d'elles aujourd'hui, sont susceptibles de pourvoi. Les pourvois, le Conseil d'État exerce sur ces matières un contrôle beaucoup plus important qu'on ne peut l'estimer au premier abord. D'abord, un contrôle de la motivation de l'ordonnance proprement dite. Il est permis de dégager certains cas de présomption d'urgence qui, en quelque sorte, permettent de passer l'une des conditions essentielles de l'admissibilité de la suspension ou du référé-liberté. Et surtout, le Conseil d'État pratique systématiquement l'évocation, c'est-à-dire qu'après avoir annulé et cassé l'ordonnance qui lui a été déférée, il tranche lui-même le litige au fond et il apporte dans des délais raisonnables les solutions qui lui paraissent les mieux appropriées. Voilà. J'en ai terminé avec mon propos en disant que ces caractéristiques propres, en raison même de ces caractéristiques propres, ce contentieux exigera toujours des juges une réactivité exceptionnelle et une clairvoyance accrue.